Bonjour tout le monde, et oui ça y est nous sommes ensemble, samedi 11h02 très précisément pour notre samedi 10 juillet déjà. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence et bonjour à tout le monde. 10 juillet déjà. Ah, ça passe vite hein. C'est dingue. Ah, ouais. Alors moi je vais faire une petite dédicace aujourd'hui si vous me le permettez exceptionnellement. Oui, c'est un anniversaire je crois. Oui, de ma maman. Maman, happy birthday to you, 80 ans ma maman aujourd'hui. Alors joyeux anniversaire à la maman de Laurence. Elle s'appelle Huguette. Et félicitations. Pas à qui? À la maman? maman de Laurence. Pourquoi? Pour Laurence. Ah, c'est gentil ça. Mais vous, je vous kiffe. Hein. Ça y est, c'est fou. Voilà, c'est annoncé officiellement devant tout le monde. J'aime beaucoup Jean-Luc Moreau. Dites, Jean-Luc, évidemment, ma maman, je vais aller la rejoindre après l'émission, du côté de la belle Normandie. Entre-temps, on va parler voiture. Voilà, entre-temps, on va parler voiture et on va entre autres donner l'occasion de parler un petit peu sécurité pour connaître à peu près la vitesse à laquelle on roule, nous les Français. C'est une étude très intéressante qui a été faite par Caradisiac en se basant sur les données récoltées chaque jour par TomTom. Vous savez, TomTom, c'est le leader de la navigation dans les véhicules. Et ils enregistrent, alors, pas à votre insu, mais anonymement, en fait, tous les paramètres de circulation des véhicules. Donc, ils savent exactement à quelle vitesse roulent les voitures sur chaque axe. Et c'est très intéressant de regarder, parce que vous savez qu'on n'arrête pas de nous dire depuis des années qu'on est des dangers publics au volant. Ça dépend des régions, moi j'ai remarqué. À quelle vitesse roulent réellement les Français? Amis bordelais, je ne pense pas. Voilà. Vous allez voir, c'est surprenant. On n'est pas, on n'est pas forcément. C'est pas les Bordelais, les pires, je crois pas. Hein. Je taquine parce que mon Maxou, notre réalisateur, est bordelais, donc je le taquine, voilà, tout simplement. On va aussi avoir un rendez-vous qui est assez intéressant, enfin même carrément intéressant pour ceux qui ont une voiture électrique, parce qu'on va tester les bornes de recharge rapide. Alors c'est même pas rapide, c'est super rapide. Oh là. Je vous donne juste un chiffre. Je l'ai testé cette semaine, donc c'est vrai. 100 km d'autonomie récupérée en 5 minutes. Ah il était temps. Voilà. Vers 100 km d'autonomie, je pars juste à quelques kilomètres de la maison, quoi. Non, mais si en vous 5 restez... minutes, donc 210, 315. 315 minutes. Ouais. Voilà. C'est déjà pas mal. Mais ça avance, ça avance. Déjà très bien. C'est déjà très bien. Et ça sera l'essai de la semaine, justement. La Hyundai Ioniq 5. La question, c'est est-ce que c'est la meilleure voiture électrique du monde? Elle est pas mal quand même. Il va falloir rester avec nous. Ouais, restez avec nous, ce sera aux alentours de 11h30. Et puis vous restez avec nous également. On vous embrasse déjà tous ceux qui sont avec nous sur Sud Radio, puisque vous avez le bonheur de nous retrouver nos bouilles plutôt en forme ce matin, heureux et heureuse d'être en votre compagnie. Et puis j'aurai des places à offrir pour le circuit de Nogaro. Vous savez que nous sommes partenaires de ce magnifique circuit Paul Armagnac sur la jolie commune de Nogaro, et on va vous offrir des places pour le 61e Grand Prix Nogaro Classique. Ce sera le 23, 24 et 25 juillet. Restez à l'écoute parce que dans moins d'un quart d'heure, les premières places seront en jeu. C'est parti. Sud Radio, 11h midi, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et vous êtes bien sûr invité au 0826 300 300. Toutes les questions pratiques. Vous voulez réagir au sujet que l'on vous donne, vous pouvez le faire également. Bonjour à Stéphane, bonjour déjà à Laurent qui sont déjà avec nous sur Facebook, ou vous pouvez nous retrouver sur la page Sud Radio. On accueille Armand. Oui, avec plaisir. Bonjour Armand. Oui, bonjour. Vous allez bien? Bonjour Jean-Luc. Bonjour Laurent. Oui, vous allez bien vous? Oui, très bien. Vous nous appelez d'où? De Morestel. Where is it? Oui. Ouais. C'est dans quel coin? Un petit coup de géographie d'abord. Oui. Ça se trouve dans le Nord-Isère, pas très loin de Bourgoin-Jallieu. D'accord. Bourgoin-Jallieu, ok. Voilà, à 25 km au nord de Bourgoin-Jallieu. Alors, on vous écoute, Armand. Alors, j'ai un dilemme. Voilà, j'aimerais une petite voiture pour apprendre à conduire à mes enfants. D'accord, voilà. Oui. J'hésitais entre 3 modèles, 2 anciens et une plus récente. J'ai un coup de cœur pour une Suzuki Swift. Ah, très bien. Quelle année? De 2018. Alors, de dual-jet hybride. Posez tout, Armand, c'est une de mes voitures préférées. Ah ouais, franchement. Voilà. Alors d'abord, c'est un des modèles les plus fiables du marché. Si vous allez, voilà. Donc de ce côté-là, le seul souci qu'il y a eu sur cette génération de Swift, c'est que je crois qu'il y a eu quelques bugs de GPS qui ont été résolus avec les mises à jour. Sinon, zéro problème. Alors c'est pas que la mécanique, c'est zéro problème sur tout. Fiabilité absolue. En plus, c'est une voiture qui a une bouille très sympa. Et qui est pas chère. Qui est pas extrêmement chère et surtout qui est hyper plaisante à conduire et économique en carburant. On arrive avec cette micro-hybridation parce qu'en fait, vous allez tous les nouveaux modèles ont une hybridation légère
en 12 volts d'ailleurs, mais qui marche très bien. Hein. Ça permet d'économiser, on va dire, entre 0,5 et 1 litre de carburant au 100 km. On arrive à des consos de 5 litres au 100. Donc non, franchement, c'est bien, avec une voiture en plus qui marche bien. Le petit moteur 1 litre, là, 111 chevaux, franchement, il marche. Et il marche pourquoi ? Parce que la voiture, elle est légère. Alors, vous savez qu'habituellement, quand les générations de voitures se succèdent, en général, c'est un peu comme nous, avec l'âge, elles prennent du poids. Et ben là, ils ont réussi à faire le contraire. Ils ont fait le contraire. D'une génération à l'autre, ils ont gagné 120 kilos. Ah oui. De moins. Ouais, 120 kilos, ils ont économisé, ils l'ont fait maigrir de 120 kilos, donc elle est à 900 kilos maintenant, et franchement, c'est une super voiture. Non, c'est une très bonne auto. Et alors, en plus, moi j'ai beaucoup d'amis qui l'ont pris sur toutes les zones urbaines, elle est hyper pratique. Ah non, mais c'est très bien, sympa. C'est très bien. Ouais. Moi, j'essaye de convaincre une amie qui veut changer sa voiture de prendre ça. Ça dépend ce qu'elle veut, votre Elle est amie. réticente, mais non, elle avait une DS3. Et donc, elle dit, mais je veux un truc un peu sportif. Je dis, mais écoute, celle-là, elle est moins lourde. Donc, elle est un petit peu moins puissante, mais finalement, elle marche aussi bien. Et puis, elle va consommer surtout beaucoup moins. Et surtout, elle est beaucoup plus fiable. On a un peu une idée des prix. D'occasion, elle est à combien, votre modèle là, de 2018 ? Elle est à 13 000, 13 000. Ah ouais, non, c'est 43 000 km. Attends, mais c'est très raisonnable. Non, franchement, vous n'avez pas de dilemme à avoir. Allez-y directement si elle vous plaît. J'hésitais entre celle-là et une DS3 aussi. Non. Vous avez vu la DS3 c'est pas la même, ça sera pas le même prix non plus. Avec le moteur PureTech 1,2 litre, il y a des rappels en ce moment pour changer prématurément les courroies de distribution. Donc non, vous n'aurez pas ce genre de souci avec le moteur Suzuki. Oui. Alors la Swift en neuf, elle est à partir de 15 700. Oui, mais elle est moins chère. Donc moi, la DS, vous en trouverez pas à 15 709. Hein, non. Ah non, clairement. Non, mais clairement. Donc voilà, Armand, c'est cool. Une petite question, si je peux. Oui, allez-y. Est-ce qu'il est possible de mettre un boîtier alors Suzuki, ils veulent pas. Suzuki disent non, on veut pas. Les fabricants de boîtiers disent ça marche très bien sur les Suzuki. Bon. C'est un risque que vous allez prendre. Alors, vous pouvez installer un boîtier, ça va vous coûter entre, on va dire, 700 et 900 euros en fonction de la marque du boîtier, mais tout le monde en fait pour ce modèle-là. Bon, après, c'est un calcul de rentabilité à faire en fonction du nombre de kilomètres que vous allez effectuer. Bon, cool. Ça marche bien avec les boîtiers, mais Suzuki dit no way. Bon, mais voilà. En tout cas, quelle couleur elle sera, Armand ? Rouge. Ah, j'adore. Ouais, comme la couleur de Sud Radio. Blanc, mais rouge, c'est bien. Ils ont du pot, vos enfants, Armand. Est-ce que vous pourriez pas nous adopter ? Voilà. Venez quand vous voulez. On vous embrasse, Armand. Bonne journée, Armand. Au revoir. On vous embrasse fort. Quelques questions juste avant de jouer pour gagner des places pour le circuit de Nogaro. Une question qui est arrivée de la part de Stéphane sur la page Facebook, où on a aussi Ayouch qui nous rejoint et qui nous dit merci, c'est cool d'être avec vous. L'étude que vous avez fait, que vous avez dévoilée sur les excès de vitesse, Stéphane nous demande est-ce que ça inclut les excès de vitesse, cette étude ? Alors, c'est les vitesses moyennes. Voilà, c'est donc, ça. Alors, on sait qu'il y aura toujours des gens qui seront en excès de vitesse. On peut limiter à n'importe quelle vitesse. Il y aura toujours des crétins qui vont rouler 20, 30, 40, 50 km/h au-dessus. Donc, évidemment, là, on parle de la vitesse moyenne. C'est 95% des Français. En fait, en 2019... 95,3% des amendes dressées pour les excès de vitesse, c'était des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h. Donc on voit bien que les Français, c'est pas des dingues de l'accélérateur. Et vous allez voir, avec les vraies vitesses moyennes, on est très loin du tableau qu'on essaye de nous faire avaler à chaque fois qu'on rajoute des radars sur les routes. Question de Xavier aussi sur la page Facebook de Sud Radio. Bonjour Laurence et Jean-Luc, salut Xavier. J'aimerais savoir le recours qui existe en cas d'achat de voitures d'occasion de particulier à particulier, en cas de casse moteur, si la voiture a roulé depuis des années à l'E85 sans reprogrammation et sans boîtier et sans que l'ancien propriétaire me l'ait informé. Si vous en a pas informé, eh bien il y a une tromperie. Donc vous pouvez faire ce qu'on appelle une résolution de la vente, c'est-à-dire que normalement il reprend sa voiture, il doit vous rembourser la somme que vous avez versée, donc il doit reprendre la voiture. Il aurait dû vous dire que cette voiture qui n'était pas adaptée à l'éthanol avait roulé à l'éthanol et le prix n'aurait donc pas été le même. Tout à fait. Voilà Xavier, vous avez votre réponse en direct parce que nous sommes comme ça sur Sud Radio, Jean-Luc et moi, c'est qu'on fait les choses tout de suite, on laisse pas traîner, on remet pas à demain. Tiens d'ailleurs, je vais pas remettre à demain, mais ce sera pas pour tout de suite. Je vous emmène du côté de Nogaro. Vous allez pouvoir les 23, 24 et 25 juillet profiter du 61e Grand Prix Nogaro Classique et vous avez la chance d'écouter Sud Radio et donc de vous voir offrir des places. C'est donc parti, je vous propose, allez, les premiers appels
ce sera le numéro 3. Voilà, vous êtes le 3e appel qui arrive au standard de Sud Radio. Vous gagnez 2 places pour le circuit de Nogaro et mon petit doigt me dit qu'on va faire 2 gagnants tout de suite là. Ça fera donc 4 places. On en a des places à vous offrir. Allez, on vous attend 0826 300 300. Et vous êtes très très nombreux à nous appeler au 0826 300 300. Alors un peu de patience, hein, désolé, mais notre ami Zach qui vous accueille n'a pas des bras de pieuvre par rapport au jeu. Vous êtes plein à appeler et vous avez raison car nous sommes là aussi pour vous gâter. Vous gâter aussi en vous accueillant sur notre page Facebook de Sud Radio. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous donne rendez-vous avec Saroul à partir de midi où on parlera d'alimentation pour ne pas s'endormir en volant parce que vous savez qu'on est sur un gros week-end de départ. On est en zone rouge selon Bison Futé et qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être malheureusement prendre le temps de s'arrêter déjeuner mais manger trop, donc mangez pas trop. On fera un peu les conseils tout le temps. Mais tout de suite, on va faire aussi un petit point sur la façon dont nous on roule en France. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et on accueille tout de suite Vincent Martinier qui est directeur marketing de TomTom. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Alors vous avez fait, c'était commandé par Caradisiac, c'est ça, une étude pour savoir à quelle vitesse roulent les Français. C'est vrai qu'en France, le principal cheval de bataille de la sécurité routière, pour pas dire le seul, hein, c'est la vitesse. On nous dit vous roulez trop vite, c'est mal, c'est moche. Donc là, vous avez décidé, vous, de mesurer. Alors vous nous... 1, 2, 3. Vous allez trop vite. Vous allez trop vite, Jean-Luc. Vous allez nous expliquer, Vincent, comment vous faites pour mesurer la vitesse de tous ces Français et combien de véhicules sont concernés. Bien sûr. Mais écoutez, bonjour à vous auditeurs. Effectivement, ça roule en France et on est capable de connaître les temps de parcours à peu près en temps réel sur l'ensemble du parcours en France, hein, puisqu'aujourd'hui on équipe de nombreux partenaires. Donc toutes les vitesses qu'on enregistre par les systèmes de navigation de nos partenaires, c'est-à-dire les constructeurs automobiles, les partenaires informatiques, les différentes applis de navigation, les chauffeurs Uber et autres, toutes ces informations nous remontent en temps réel des temps de parcours et on sait en temps réel comment vont les gens et où sont les bouchons. Alors aujourd'hui, on sait que ça va être très difficile. Pour vous donner un exemple sur la 10 en ce moment, pour rejoindre la porte d'Orléans depuis Paris, il faut 66 minutes. Alors que normalement, il en faut 30. D'accord, oui. ok. Oui, donc là, on ne va pas battre des records de vitesse. Alors donc, avec toutes ces millions de données, vous arrivez à établir sur certains tronçons des vitesses moyennes et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Tiens, on va commencer parce que beaucoup de gens vacances. Ah mais c'était rouge là. L'autoroute c'est limité à 130 km/h. La vitesse moyenne des Français sur l'autoroute c'est combien? Alors, on a fait cette étude sur les 5 premiers mois de l'année plus exactement, en fait, de janvier à mai, sur 2 périodes de comparaison, 2019 et 2021, considérant que 2020 avait été une année un peu particulière. Avec le Covid, donc, ouais. Exactement. Mais ceci étant dit, excusez-moi Vincent, mais là, début 2021, on était encore On était encore effectivement dans des périodes de blocage, donc on n'a pas non plus roulé dans des conditions absolument parfaites, mais enfin en tous les cas, on a des temps de parcours et ça représente quand même plusieurs millions de kilomètres effectivement. Alors on a regardé sur des tranches de journée, puisqu'il vaut mieux regarder sur quand la visibilité est à peu près bonne, donc 8h, 20h. Et on a pris, alors si on regarde les autoroutes, la méthodologie qu'on a utilisée, c'est qu'on a pris une douzaine de grandes autoroutes françaises, type l'Aquitaine, la 10, la 20, la 80, la Provençale ou autre. Oui. Et on en a pris des tronçons d'une taille moyenne de 30 à 50 km qui sont tous à 130 km/h sans discontinuité, c'est-à-dire que c'est vraiment 130 km/h sans baisse de vitesse. Ça représente à peu près 400 km cumulés qu'on a regardé comme ça. Effectivement, on a 110 millions de kilomètres qui ont été roulés sur l'année 2020. Alors, quel suspense! La vitesse moyenne en 2021, c'est 120, pour être précis, 120,6 km/h. Donc on est pratiquement 10 km/h en dessous de la limitation. On est pratiquement 10 km/h. Et comme c'est une moyenne. Si on considère, c'est une moyenne, donc ça veut dire. Oui, mais enfin en même temps, c'est une moyenne qui n'est pas si basse que ça, parce que ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup qui ont roulé largement au-dessus de 130. Non, pas non. Si. Pour que ce soit une moyenne à 120. C'est qu'il y en a qui étaient à 105. Mathématiquement, c'est vrai. Non, mais ça veut aussi dire que 95% des gens roulent sous la limitation de vitesse. Donc on a ces 5% de toute façon qu'on n'arrivera jamais à raisonner. Il y a 5% d'automobilistes qui roulent à des
140 km/h. Donc ça, c'est mal, effectivement. Ouais. Oh là là, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Vincent, autre analyse que vous avez faite sur les routes qui sont repassées à 90 km/h. Oui. Donc qui étaient à 80, elles sont repassées à 90 km/h. Il faut préciser aussi qu'on a des compteurs qui parfois nous on a la vraie vitesse GPS, c'est-à-dire qu'on a une vitesse réelle, 120 km/h, on sait que ça représente 130 km/h compteur souvent. Il faut garder cette petite marge d'ajustement. Alors les routes à 90. Alors suspense, roulement de tambour, qui sont repassés à 90. Alors là, on a regardé, on a fait un exercice un peu différent, parce qu'on a voulu regarder les routes dans les départements qui roulaient à 80 km/h, comme l'ensemble des départements depuis 2018. Et puis certains, une trentaine de départements, sont revenus à 90 km/h. Donc on a fait cette étude sur ces départements, une dizaine de départements qui sont revenus à 90 km/h. On a pris 160 km de route. Et là, la vitesse moyenne qu'on avait... Alors, je pense que c'est intéressant de la comparer à la période où les vitesses étaient encore limitées à 80 km/h. À l'époque où les vitesses étaient limitées à 80 km/h, on roulait en moyenne à 79,2 km/h. Ah ouais, donc on était vraiment en fait... Là, on était à la limite. On était à la limite. C'est-à-dire que, en gros, les gens n'avaient pas baissé leur vitesse pour le passage à 80. Le compteur, effectivement, on était dans une zone qui était entre 80 et 90 km/h compteur. Donc là, effectivement, on était quand même à la limite. Et maintenant, on est à 82 km/h sur les 5 premiers mois de l'année. Franchement, ça représente une augmentation de 3,3%. Donc ceux qui disent, mon Dieu, c'est terrible en termes de mortalité routière, c'est n'importe quoi, on est d'accord. Et alors, la mortalité, c'est différent, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que le comportement des Français, finalement, n'a pas tellement changé. Moi, je le trouve plutôt sage, quand même. Ah oui, non, mais respectueux. Moi, je fais 60 000 km par an, je peux vous assurer que je suis sur la route tout le temps. Vous êtes un gros rouleur. Oui, mais quand je fais des essais de voiture toute la semaine, je fais des milliers de kilomètres. Et donc, moi, je trouve pas que les Français roulent mal. Question de la Lolo. En ville. Question de la... Oui, bah voilà. En ville. On a regardé, puisqu'on parle beaucoup des zones à 30 km. Ouais. En plus, Anne Hidalgo vient d'annoncer que... Paris va y passer. Donc, on a fait l'exercice sur 3 villes qui sont passées. Une qui est passée depuis quelques années, Grenoble, qui a été relativement précurseur, et puis 2 villes qui sont passées en 2020, Nantes et Lille. Et il y a Toulouse aussi, certains quartiers de Toulouse. Exactement. Alors là, on s'est concentré sur ces 3 villes, Grenoble, Nantes et Lille. Alors là, ça représente plus de 9 millions de kilomètres roulés et un demi-million d'heures roulées. Et là, on est sur des vitesses en moyenne qui vont de 18,2 pour Grenoble, km/h, sur des tronçons à 30. Et sur Nantes, on est quasiment pareil, on est à 20 km/h, 20 et demi exactement. Ça peut dépendre aussi de la configuration de la ville, de la météo. On sait que et des bouchons évidemment. Mais c'est donc vrai on va être d'accord, Vincent. La conclusion de ça, c'est que le passage dans Paris à 30 km/h va rien changer au niveau de la vitesse des gens, sauf pour certains axes où il va certainement y avoir quelques radars qui vont fleurir et qui vont flasher à tour de bras les premiers temps, la nuit, et puis aux horaires où il y a peu de circulation. Et alors du coup, j'ai une question. Ça change rien. J'ai une question, écoute, de Laurent sur la page Facebook de Sud Radio qui dit: quel est votre avis du point de vue écologique sur la limitation à 30 km/h en ville, sur les véhicules thermiques et full hybride? Perso, je pense que c'est sur le point écologique, ce n'est pas bon. Alors moi, je vais vous le dire. Moi, je le sais. Rapport de vitesse inférieure sur thermique, etc. Parce que c'est un dossier sur lequel je me suis penché depuis des années et vraiment précisément. On double les émissions de CO2, on double les émissions de NOx, on double les émissions de particules. Donc en gros, on multiplie la pollution par 2 en passant de 50 à 30 km/h. Alors on nous dit oui, mais il y aura moins de bruit, il y aura 1,5 décibel de moins. En fait, ça s'entend pas. Donc à l'oreille, on pourra pas. Donc on nous prend pour des cons, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Et pas que sur Paris. Ce qui est certain, Jean-Luc, si vous me permettez, Laurent, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on parle des 50 km/h qui vont passer à 30 km/h à Paris. Il faut savoir qu'on a fait l'étude là dernièrement sur Paris intramuros, quand on a fait un exemple d'un parcours qui allait de la Porte d'Orléans à la gare de l'Est. Au mois de juin, on roulait à 11 km/h sur l'axe. Vous voyez, donc on est encore lourd. Et là, je parle malheureusement pas en raison des 30 km/h de limitation, simplement à cause des bouchons et des ralentissements. La vitesse est de 11 km/h pour remonter, pour traverser Paris dans l'axe sud-nord.
Bon, écoutez, merci beaucoup Vincent Martinier, directeur marketing de TomTom. On peut la retrouver sur Caradisiac, cette étude, si vous voulez la lire complète. Ouais, on vous embrasse fort, Vincent. On vous souhaite un super week-end. Et bonnes vacances, parce que je crois que vous êtes sur la route des vacances. Oui, ça y est, c'est parti pour moi aussi. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci. Bonne émission, bonne route à tous les auditeurs. Et surtout aujourd'hui, parce que vous êtes nombreux à prendre les routes de France, soyez prudents. Allez, tout de suite, on va rencontrer l'un des gagnants. Vous êtes nombreux à avoir gagné ce matin. Là, on ne peut pas tous vous prendre à l'antenne. Vous comprendrez bien que sinon, l'émission, on ferait ça. Ce serait plaisant. Une émission que de gagnants. Moi, j'adorerais. Il va falloir qu'on pense à ça l'année prochaine. Tiens, salut Francis. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Quelle Francis. jolie voix. Enchanté, je suis très heureux d'avoir gagné à Sud Radio. C'est bien la première fois que je gagne. Vous avez un accent du Nord, non, c'est ça. Du nord de la Loire. Ouais. Non, même pas du nord de la Loire. Il paraît que vous êtes du Gers. Alors, je suis dans les Hautes-Pyrénées. J'habite à Castelnau, Rivière-Basse, à côté de Madiran. Qu'est-ce que c'est beau. Le Madiran. Juste à côté de Château-Montier. Il y a des mots qu'il ne faut pas dire avec Laurence. Ça y est, c'est parti, c'est trop tard. Il y a plein de régions, il ne faut pas citer la vallée de la Loire, Bordeaux, la Parlez-moi Bourgogne. de la France et du monde. Il y a du bon vin à la Loire. Oui. Francis, on vous offre 2 places pour aller vivre cette manifestation sur le circuit Paul Armagnac à Nogaro. Vous allez donc emmener la personne de votre choix pour le 61e Grand Prix Nogaro Classique du 23 au 25 juillet prochain. C'est très bien, je vous en remercie infiniment. On vous embrasse, on vous envoie tout ça par mail. Je vous embrasse à vous. D'accord. Merci, bon week-end à vous. Je vous embrasse très fort. Bonjour à la personne qui ira aussi avec vous. Bravo aussi à Sonia. Sonia qui gagne. Et Sonia, elle est à Frégouville. Et Frégouville, eh bien, c'est aussi une belle commune du Gers. Frégouville, voilà. Donc là aussi, vous allez aller visiter et vivre ces fameuses manifestations du circuit de Nogaro classique 61e Grand Prix du 23 au 25 juillet. J'aurai l'occasion de remettre en jeu d'autres places d'ici et la fin de notre rendez-vous. Tout de suite, on va parler dans quelques instants, juste après la pause, d'une jolie commune qui organise un gros rassemblement de voitures de luxe. Et on va parler auto et vous allez vivre auto, vous le savez, grâce au circuit Nogaro. Nous venons d'offrir des places, des entrées pour 2 personnes. Eh bien, on va continuer pour aller vivre ce Nogaro classique, le 61e Grand Prix qui est organisé les 23 et 25 juillet 2021. Pour gagner ces places, une fois de plus, une chose à faire, nous appeler au 0826 300 300 et ce sera, alors, attention, 020, non pas vous, pas moi. Mais si, alors vous avez le droit, mais c'est obligatoire, vous m'emmenez moi. Bon, d'accord. Alors, vous prenez votre dame, c'est moi qui viens avec vous. Combien? Alors 0826 300 300 pour gagner de nouveau des places pour 2 personnes pour aller vivre le Grand Prix de Nogaro. Ça sera du 23 au 25 juillet prochain. C'est le Nogaro classique. Vous allez vous régaler. 300. Voilà, c'est bien noté. Qu'est-ce que je dis? Vous dites que c'est. Non, c'est pour gagner. C'est ça. Allez, Jean-Luc, c'est le. J'ai dit quoi comme appel? Je n'ai pas dit encore. Si, je n'ai pas dit encore. Allez, le 8e appel. Voilà. Parce que 8 pour les 80 ans de ma maman aujourd'hui. 8 fois alors. Happy birthday maman. Il y a Momo sur Facebook avant de nous promener du côté de Libournais et d'aller découvrir un grand rassemblement aussi. Momo qui sur la page Facebook qui dit salut l'équipe de Sud Radio, salut. Le Mercedes classe A 113 163 chevaux est-il compatible à l'E85? Je dirais Jean-Luc. Je dirais non. Et ben voilà, la réponse est donnée, c'est non, j'aime bien, c'est court, précis. Ouais. C'est comme ça. Allez. On rentrera dans le détail, mais quand on aura les gens à l'antenne, on rentrera dans le détail. Je vous emmène du côté de Cadarsac. Ouais. On va alors, il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer. Libourne. Non. Bordeaux. Avec modération. Avec modération. Sud Radio, 11h midi, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et nous sommes avec monsieur le maire de Cadarsac, Joachim Boisard. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Alors, il paraît qu'il y a un super rassemblement de méga voitures de luxe aujourd'hui sur le lac de Cadarsac. On est au sud de Libourne, à quelques kilomètres. Ah, c'est exactement demain matin. Ah, ça nous laisse le temps de descendre avec Laurence alors. Voilà. C'est ce que j'allais vous dire. Donc vous êtes invités, vous pouvez le dire demain matin, et c'est un rendez-vous en fait pour les amoureux de belles voitures. Il va vraiment y avoir une 50aine à 60 belles voitures. Et sinon plus, si tous ceux qui ont une belle voiture sont invités. Alors qu'est-ce que vous appelez une belle voiture? Voilà, c'est ça. Parce que moi, ma voiture, quand elle est propre, elle est belle. Hein. Ouais. Donc en fait, je vous fais un petit pitch, ouais. Un petit pitch, comme je peux pas toutes les citer. Mais par exemple, il va y avoir une McLaren 570. Ah oui, ça j'achète. Alors c'est quoi une McLaren 570, monsieur Jean-Luc? Une McLaren 570, c'est une supercar. Ouais, voilà. C'est ça. Voilà, supercar. Avec les portes qui s'ouvrent vers le haut.
Ouais. En papillon, en les porte-papillons et litres. Ouais. Ah, elle est belle. Ah ouais, elle est belle. Ouf, après. Ah, c'est beau. Alors, ensuite, donc ça, on achète. Une petite Lamborghini Huracan Evo. Oui, d'accord. Oui, ça aussi, on achète. Ferrari 458 Italia. Oui, ça aussi, on achète. Ah, moi, je peux plus acheter là. Ouais. Ou alors c'est en majorette. Ou alors en format majorette. Porsche 992 Turbo. Oui, ça aussi, on achète. Corvette C65 Carbone. Ah, ça, j'achète. Oui, ça, on achète aussi. Ouais. Et ensuite, il va y avoir de la Mustang, Chevrolet, Maserati. Oh là 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 là, on va rêver, quoi. Et de la vraie thermique, quoi. De la voiture qui fait vroom vroom. Ouais, Joachim, les gens viennent, ils sont au bord du lac et ils roulent, qu'est-ce qu'ils font? Ils pique-niquent, ils picolent, ils font quoi? Oh non, non, pas au volant, jamais. Alors, avec modération. D'accord. Et ça, Joachim, vous savez, vous, la modération. Tout à fait. Alors, on fait que la modération dans le Bordelais. Non, mais en fait, c'est organisé en partenariat avec Automobile Privée by Bordeaux. Et en fait, ils invitent des teams, des amoureux qui ont des belles voitures. Et ensuite, si vous voulez, des fois, des gens viennent comme ça par hasard avec leur voiture. Et en fait, on se rassemble autour du lac. D'accord. Vous avez un très beau site avec un beau lac. En plus, on peut se restaurer avec des food trucks. Et en fait, ils passent un bon moment à parler de voitures, à montrer les voitures. Un instant convivial avec des belles autos dans un beau cadre. Et des voitures de luxe d'aujourd'hui en plus. Là, hein. On est vraiment sur des voitures de l'année, voire de l'année précédente. Quoi. C'est des choses. Comme les salons auto n'ont pas eu lieu, si vous voulez voir des belles autos, vous avez rendez-vous demain matin. À partir de quelle heure, Joachim? À partir de 10h. Eh ben super. À partir de 10h à Cadarsac en Gironde. Oui, avec le soleil. Du lac de Cadarsac. Donc Cadarsac, on est du côté du sud de Libourne, pardon. Et on vous souhaite un très très beau dimanche, un très beau week-end là-bas. Et puis allez voir ces belles voitures parce que ça fait toujours rêver, quoi qu'on veuille bien nous dire. On vous embrasse, Joachim. Bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Beaucoup, et on vous envoie les photos. Hein. Allez, oui, avec plaisir. Dimanche matin, rendez-vous sur le lac de Cadarsac pour ce grand événement. Mais tout de suite, un autre événement. On prend le volant avec Jean-Luc. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Allez, on va prendre le volant de la Hyundai Ioniq 5. Ouais. Alors vous savez que les constructeurs coréens ont pris le train de l'électrique un peu en retard par rapport aux Français ou aux Américains, mais ils sont en train de rattraper. Et cette Ioniq 5 en est vraiment la preuve. Alors déjà au niveau du design. Le design, c'est un vaisseau spatial. Monsieur Jean-Luc, au début de l'émission, vous nous avez dit, est-ce que c'est la meilleure voiture du monde, voiture électrique du monde? Oui, vous le saurez à la fin. Voilà. Faut toujours attendre avec les garçons. Voilà, oui, exactement. Alors en photo, c'est très étonnant parce que si vous regardez les photos, on a l'impression que c'est une citadine cette voiture. C'est ça. Voilà, mais pas du tout. Hein. C'est un gros SUV, il fait 4,64 m de long. C'est la taille à peu près d'un Peugeot 5008. Je ne sais pas si vous voyez, 1,65 m de haut. Donc c'est dû en fait. Cette ligne qui ressemble à une citadine, à l'empattement qui est gigantesque. 3 mètres d'empattement, c'est l'espace entre les roues, l'empattement. Donc ça donne une ligne équilibrée. Donc c'est un vaisseau spatial, mais immense à l'intérieur. Déjà, vous avez un grand coffre, hein, il fait 527 litres, vous avez de l'espace à bord. Alors c'est remarquable, en plus, sur la finition que j'ai essayé, la banquette arrière est réglable électriquement en longueur, donc vous pouvez moduler la taille du coffre, mais il y a surtout beaucoup d'espace à l'intérieur. Sous cette banquette, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez une prise 220 volts, 16 ampères. Vous allez me dire, mais pourquoi donc? Parce que le chargeur, il est bidirectionnel. Ça, c'est un truc, dans les années qui viennent, on va en parler souvent. La voiture peut redonner du courant. Elle peut charger, mais elle peut redonner du courant jusqu'à une puissance de 3,7 kW. Ça veut dire quoi? Vous avez un adaptateur qui peut se mettre sur la prise de charge de la voiture et vous pouvez alimenter votre maison avec la voiture. Mais non. C'est-à-dire, alors je vous le dis, mais vous répétez à personne, vous faites le plein au bureau s'il y a une prise et vous faites fonctionner le lave-vaisselle, tout à la maison avec l'énergie de la voiture. Bon, la présentation intérieure, c'est comme l'extérieur, c'est futuriste avec 2 grands écrans, vous avez un tableau de bord plat. Moi, je trouve ça très joli. C'est si vous prenez les concurrentes, que ce soit les Volkswagen ID3, ID4 ou la Airways U5 dont on voit les publicités à la télé, c'est un peu le même schéma. Notre version était un haut de gamme, comme je vous l'ai dit, finition exécutive qui s'appelle H-Track. Pourquoi H-Track? Parce que 4 roues motrices avec 2 moteurs, batterie de 73 kWh. Alors il y a plus gros, mais vous verrez qu'elle a un avantage certain par rapport aux autres véhicules. Donc 2 moteurs électriques pour une puissance combinée de 306 chevaux et surtout un couple de 605 Nm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous accélérez au feu rouge, vous êtes collé au siège. Ça fait 0 à 5 secondes. C'est presque comme une Tesla, donc ça accélère presque aussi fort. Évitez de faire ça en ville. Hein.
Oui. Si vous avez envie de vivre ça, allez en race campagne, sur une petite accélération. Mais alors moi je vais trouver un défaut, d'autant que la veille je venais de rouler en ID3 et en ID4 Volkswagen, c'est que je trouve qu'elle est un peu ferme en suspension. Alors j'avais les roues de 20 pouces parce que c'était la finition haut de gamme, mais moi j'aurais bien vu un peu plus de moelleux. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'elle n'est pas confortable, elle est très confortable, mais il y a plus confortable dans les électriques. Donc ils auraient pu faire un petit effort de ce côté-là. Cela dit, elle est très silencieuse, il y a du double vitrage, on est à 61 décibels à l'intérieur. C'est le véhicule que j'ai à 110 km/h sur autoroute, 61 décibels. Je mesure au sonomètre, c'est le véhicule qui est le plus silencieux de tous ceux avec lesquels j'ai roulé jusqu'à présent. Alors, compte tenu du poids, elle fait 2,2 tonnes et de la puissance de l'engin, la consommation est extrêmement intéressante. J'ai consommé en moyenne 20,6 kWh en roulant à 130 km/h sur l'autoroute, en faisant de la route. Ça veut dire que le rendement énergétique est très bon. Ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire qu'on fera entre 300 et 400 km réels d'autonomie avec la batterie. Et surtout, cette voiture, alors l'avantage c'est qu'on va en parler plus en détail un petit peu plus loin avec Ionity, c'est que sur des superchargeurs Ionity, on fait un plein, entre guillemets, on fait 20-80% en 15 minutes, vous avez bien entendu. On va détailler ça un petit peu plus loin. Combien ça coûte? Attendez, juste avant, parce qu'on a une question de Laurent Leroy sur la page Facebook. Combien a coûté la recharge que vous avez effectuée en charge rapide? Il va rester avec nous, on va en parler avec Ionity, justement. D'accord. On va en parler avec Ionity. Sur les bornes de recharge rapide. Oui, exactement. Notre modèle haut de gamme, 59 900 €. Donc, c'est pas donné, c'est vrai. En plus, il n'y a plus que 4 000 € de bonus depuis le premier. Alors, elle est à plus que 45 000 €, donc le bonus était moins élevé. Mais en plus, il vient de baisser de 1 000 €, donc plus que 4 000 € de bonus. Mais vous pouvez avoir un modèle équivalent, évidemment pour beaucoup moins cher, à partir de 45 000 €. Voilà. D'accord, enfin en tout cas... Est-ce que c'est la meilleure? Oui, pour le moment. C'est la meilleure voiture électrique du marché pour le moment. Si vous laissez de côté les Tesla très haut de gamme, Porsche et Audi, qui sont vraiment... Voilà, on va dire qu'en véhicule électrique grand public, c'est aujourd'hui la meilleure voiture électrique du marché. Et puis on va voir l'arrivée de la Mercedes. Oui, il y a plein de choses qui arrivent. Il y a plein de choses. Enfin, tout à l'heure, un peu plus tard. Bon, super. Merci pour cet essai Hyundai Ioniq. Restez avec nous puisqu'il y a la question. Que vous pouvez voir alors en détail. Oui, là, pour sur le coup, la page Facebook. Le sujet, il fait 14 minutes, donc je vous détaillerai plein de choses. Sur la chaîne YouTube de Sud Radio. On va répondre à la question de Laurent Leroy tout de suite, puisqu'on va parler de bornes de recharge rapide. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Jean-Luc, combien a coûté la recharge que vous avez effectuée en charge rapide durant l'essai? C'est une question Facebook sur la page Sud Radio Facebook. On accueille pour parler des bornes de recharge rapide Olivier Paturé, qui est le Country Manager France chez Ionity. Bonjour. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Alors, bonjour aux auditeurs. Merci d'être là. Pour ceux qui ne roulent pas en voiture électrique, expliquez-nous d'abord ce que c'est qu'Ionity. Ah, d'accord. Alors, c'est un logiciel de montage pour les game designers. Bon, on est bien parti. Commençons par le début. C'est un consortium d'abord. C'est un groupe qui a été créé par le groupe Volkswagen avec Porsche, Audi, BMW, Ford, Daimler, Hyundai, dont on vient de parler, et Kia. Voilà. Donc c'est un consortium Hyundai. Qui est voilà. Et donc c'est un consortium européen et donc européen. Voilà, c'est ça, qui a été créé en 2018. Et qui a pour objectif de créer en fait des stations de recharge ultra rapides sur le réseau autoroutier européen. Ultra rapide, on va préciser pour ma mère, parce que entre rapide et ultra rapide, jusqu'à présent on appelait bornes de recharge rapide des bornes qui délivraient une puissance de charge de 50 kW. On peut aller jusqu'à combien sur une borne Ionity? Voilà, alors c'est bien d'avoir une référence. Sur une borne Ionity, on peut aller jusqu'à 350 kW. Donc 5 fois plus que sur une borne de charge rapide. C'est-à-dire qu'en théorie, un véhicule qui peut prendre 350 kW, il va charger 5 fois plus vite que de la recharge rapide. Ce que j'expliquais là, j'ai chargé à côté de Blois. J'ai donc fait j'étais à 19% et je suis allé jusqu'à 81% en 15 minutes. 15 minutes. Vous êtes rentré à Paris après. Donc, oui, sans problème. J'ai récupéré pratiquement 300 km d'autonomie en 15 minutes. Est-ce que ça marche sur toutes les voitures électriques du marché aujourd'hui? C'est-à-dire que si j'avais une Zoé qui a déjà 7 ans, est-ce que ça marche? Évidemment non, il faut que la voiture ait une capacité de charge qui soit importante. Et les nouvelles
générations de batteries vont permettre des charges ultra rapides. Pourquoi est-ce qu'on charge plus vite avec... alors, il y a Porsche, Audi et maintenant Hyundai, parce qu'ils ont une architecture en 800 volts. On augmente la tension de la batterie. Au lieu de 400, on passe en 800. Ça permet d'adopter des allures de charge beaucoup plus rapides. Et les nouvelles générations de batteries qui vont arriveront pratiquement toutes à prendre du 350 kW. Voilà. Oui, alors, là, la question de notre auditeur, combien ça coûte ? Combien ça coûte le quart d'heure de recharge là, en rapide ? Alors, c'est... Olivier ? Non, mais j'avais posé la question à Jean-Luc. Est-ce que, Jean-Luc, vous savez combien vous avez payé ? Je sais, oui, puisque c'est 27 centimes. Alors, chaque constructeur, en fait, c'est ça qui est un peu bizarre avec Unity. Après, en fonction des accords que vous avez, vous ne payez pas le même prix. Et surtout, on paye un prix à la durée. Vous ne payez pas à l'énergie. C'est pas comme à la station-service où vous payez des litres de carburant. Là, vous payez le temps que vous restez à charger. Donc, plus votre voiture elle charge vite, plus c'est intéressant au niveau prix. Alors, combien vous avez payé ? À 27 centimes d'euros la minute, 15 fois 27 centimes. Et vous allez savoir au bout combien m'a coûté un plein. En fait, pratiquement moins cher qu'à la maison. Alors que si j'avais eu une Zoé qui ne charge qu'à 50 kW, en 15 minutes, il m'aurait fallu 3 fois plus, enfin même 4 fois plus de temps pour charger. Pratiquement 5 euros. Et ça m'aurait coûté 4 fois plus cher. Vous avez payé un peu en dessous 5 euros. Oui, mais pour faire 300 km. Est-ce que vous avez un véhicule thermique qui fait 300 km avec 5 euros de carburant ? Ça existe pas. Celui quand c'est pas ma voiture. Quand vous poussez, oui. Mais alors, la question que vous posiez, du coup, Olivier Paturé, vous qui êtes chez Unity, à notre ami Jean-Luc, s'il savait combien il avait payé, c'était dans ce sens-là. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'en fait, l'utilisation de ces bandes de recharge, c'est un peu comme nos téléphones portables. On a des abonnements, on peut en avoir plusieurs, et les prix varient. Et donc, la facture, effectivement, en général, arrive en fin de mois. Donc, on regarde les différents réseaux qu'on a utilisés, mais globalement, et je crois que ça a été très bien expliqué par Jean-Luc, un véhicule électrique, ça coûte 300, 400 euros par an maximum. Donc, c'est vraiment extrêmement économique et j'ai entendu avec intérêt l'autonomie que vous avez réalisée hier, c'était impressionnant. Ouais, donc voilà, c'est vraiment l'avenir. Avec ce type de véhicule, on se projette dans les 5 années qui viennent. Oui, ceux qui disaient on ne pourra pas recharger rapidement, bon, la preuve est faite, on pourra recharger rapidement. Maintenant, la question, il y a combien de bornes Unity en France ? Merci de lire dans mes pensées. Et à quoi vous vous branchez ? Et ça sera la dernière question. Comment vous fonctionnez ? Non, mais c'est très simple. On a 80 stations au service là. À ce jour, on a ouvert le numéro 80 hier soir. Pour l'été, ça représente à peu près 370 bornes actives. En Europe, c'est 358 stations ouvertes. Oui, mais alors concrètement, comment vous vous branchez ? Il y a EDF qui est derrière. On se branche directement sur le réseau de tension avec nos amis de Enedis qui nous suivent sur ce grand projet. Et voilà, c'est aussi simple et aussi compliqué que ça. On est sur les aires d'autoroute tous les 150 km. Olivier, il y a eu quelques aires d'autoroute, moi l'été dernier, où je voyais que c'était en panne, que ça ne marchait pas. Alors Unity, non, c'est pas en panne. Non, mais il y avait des bornes où il n'y avait rien. C'était en panne, ne marche plus, ne marche plus. Oui, vous faites allusion à des bornes qui avaient été développées par EDF, on va le dire, et donc qui étaient en panne tout le temps. D'accord. Bon, là, c'est un réseau privé, donc ça marche. D'accord, super. Bon, Olivier Paturé. Le truc, c'est que vous attendez, j'imagine, il va y avoir la queue. Comment vous allez gérer ça ? On n'a plus le temps, là. On a fait le plein, là, on y va. Et on rajoutera des bornes. Voilà. Super. On se revoit à la rentrée, puis on fera le Oui, on est là jusqu'à fin juillet, on n'est pas. Voilà, on fera le point, c'est vrai, juste après les vacances, vous avez raison. Savoir si les gens ont fait la queue à la station de bon week-end. Bon week-end à vous aussi. Merci beaucoup. Olivier, au revoir. Country Manager France, j'aime bien, ça fait très style. Chez Unity, allez, on continue dans quelques instants, on va parler pneus. Et puis, quelle auto choisir avec vous au 0826 300 300 ? Vous avez un doute sur la voiture que vous voulez acheter ? Plus de doute, appelez-nous 0826 300 300 pour poser la question à l'ami Jean-Luc. Et dans quelques instants, on va accueillir notre invité, Jean-Olivier Nufer, qui est directeur marketing de Pirelli. Mais j'ai une bonne question à vous poser, parce qu'il y en a plein qui roulent aujourd'hui, l'ami Jean-Luc. C'est quoi d'avoir des bons pneus pour partir en vacances déjà, c'est d'avoir des pneus qui sont bien gonflés, qui ne sont pas déformés, qui n'ont pas de craquelure et qui ne sont pas usés. Voilà. D'accord, ça c'est D'accord. Bonjour Jean-Olivier Nufer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être avec nous. On parlait de pneus pas usés. Si vous devez changer vos pneus, c'est peut-être le moment de se poser la bonne question, parce que la réglementation va évoluer, Jean-Olivier. Et donc, si on doit changer ses pneus maintenant, c'est peut-être bien d'anticiper.
Oui, effectivement, beaucoup de conductures français roulent avec des pneumatiques été toute l'année. Mais comme vous venez de le dire, oui, à partir du 1er novembre de cette année, c'est la première fois qu'une nouvelle réglementation qu'on appelle la loi montagne entrera en vigueur. Donc factuellement, en fait, elle obligera les automobilistes à posséder un équipement hivernal pour circuler dans 48 départements entre le 1er novembre et le 31 mars. Donc c'est le moment, si je dois changer mes pneus là, voilà, et que j'habite dans ces 48 départements, ou même si j'y vais assez fréquemment, j'ai intérêt à me pencher sur ces pneus. Alors c'est pas des pneus hiver, c'est surtout des pneus 4 saisons qu'on peut installer maintenant. Alors effectivement, nous sommes en juillet, donc il serait plutôt intéressant d'adapter quand même son pneumatique à la saison. Donc actuellement, il faudrait plutôt quand même monter des pneus toute saison en prévision de cette réglementation qui va rentrer en vigueur au 1er novembre. Mais bon, en tout cas, 2 solutions sont possibles pour respecter la législation, c'est s'équiper de pneus hiver ou de pneumatiques toute saison. Dans tous les cas, il faudra que le pneumatique dispose du marquage nécessaire en fait pour respecter cette législation, c'est-à-dire vous savez le symbole 3PMSF, c'est un flocon de neige sur fond de montagne qu'on peut retrouver sur le flanc du pneu. Et voilà, donc ces marquages vont devenir de plus en plus présents dans les années à venir et vont aussi permettre d'évaluer au mieux la capacité des pneus. C'est d'ailleurs un marquage qu'on peut retrouver sur l'étiquette européenne. Et moi j'aime beaucoup votre façon de faire là, Jean-Luc, de dire à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, voilà, si vous faites partie de ces 48 départements au 1er novembre, changez-les. Si vous devez les changer, passez aux 4 saisons maintenant. Jean-Olivier, ça coûte plus cher un 4 saisons qu'un pneu normal? Non, alors je défends bien évidemment Pirelli et les marques premium, mais c'est un investissement à l'achat, mais acheter des pneumatiques, on va dire de qualité premium, ne représente pas un surcoût à long terme. Et en fait, si on prend l'exemple, donc en lien avec la réglementation de la loi montagne, si nous prenons l'exemple de notre nouveau Cinturato Season SF2, donc le toute saison, il a été certifié par des organismes indépendants comme TÜV et DEKRA comme le meilleur pneumatique de sa catégorie en termes de résistance au roulement. Et qui dit résistance au roulement dit en fait consommation de carburant ou d'électricité d'ailleurs, pour faire le lien avec la ionique du sujet précédent. Mais factuellement, ça veut dire que notre Cinturato toute saison, par rapport à un autre pneumatique de classe inférieure sur l'étiquetage européen, il peut assurer une diminution de la consommation de carburant d'environ une vingtaine de litres par an. C'est bien ça. Ce qui représente tout de même une trentaine d'euros avec un coût de gasoil qui augmente peu à peu. C'est bon. Donc je résume rapidement, ça sert à rien de faire des économies en achetant des pneus qui sont pas des pneus premium parce que au final, ils vont durer moins longtemps, on va consommer plus et donc l'argent qu'on a économisé au départ, on le récupérera pas. Et ben voilà, merci beaucoup Jean-Olivier Nefer, directeur marketing de Pirelli, de nous avoir apporté ces précisions ce matin. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Et pour conclure notre rendez-vous, il nous reste une petite minute 30 pour accueillir Stéphane Gignoux. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Alors vous voulez changer de voiture? Voilà, je veux changer de voiture, en fait, un peu par obligation. Aujourd'hui, j'ai un grand C4 Picasso diesel. Oui. Et en fait, j'écoute régulièrement Jean-Luc. Et j'étais parti sur un RAV4 hybride simple, ou un Mitsubishi Outlander hybride rechargeable. Et dans mes recherches, en fait, j'ai vu que la BMW série 2 F45 Active Tourer 225XE, qui est un hybride rechargeable, voilà, pourrait correspondre éventuellement à mes attentes. Alors, vu que vous avez cité le Toyota, alors en matière de fiabilité, ce sera beaucoup mieux d'avoir un Toyota hybride que d'avoir le BMW. Et bam. Voilà, il vaut mieux. Et si vous préférez quand même esthétiquement le BMW ou que vous le jugez plus pratique, il faut prendre un modèle postérieur à 2016, parce que ceux qui sont avant ont eu quelques soucis. Voilà. À titre perso, j'irais plutôt sur du Toyota. D'accord. Bon. Et là, je vous le vends parce que moi, je le pratique et franchement, en fiabilité, c'est pas du 100%, mais pas loin. En tout cas, moi, ce que je vous propose, puisque l'émission, on a un petit peu galopé, on a fait plein de cadeaux. Alors Stéphane, je vous enverrai un petit message. Vous savez quoi, je vous appelle après. C'est ça. Et on en discute plus longtemps. Voilà, plus longtemps, mais en tout cas, là, l'émission continue. Elle, évidemment, ça roule, ce sera dans quelques instants. Bravo à Delphine de Marcheprime et Isabelle de Bordeaux qui ont gagné aussi des entrées, ainsi que Johanna de Pau pour aller vivre le Classique Festival le week-end du 23 au 25 juillet sur le circuit de Nogaro. On se retrouve samedi prochain.
Eh bien, avec plaisir, Dame Laurence. Eh bien, bon week-end, l'ami Jean-Luc. Merci. Ciao.